Bonjour à tous. Solidaires et entêtés presque, Bamako et Ouagadougou, ainsi que Niamey ont annoncé en fin de semaine écoulée avoir fait un pas de plus vers la création de l'Alliance des États du Sahel. En bonus, la décision du Burkina et du Niger de quitter le G5 Sahel, comme le Mali avant eux. Ces changements qui, au niveau de ce vaste territoire en proie aux menaces terroristes, continuent depuis les renversements de pouvoirs constitutionnels ainsi établis. Quelles sont les lectures à faire de cette nouvelle situation? Morgan Assogba, internationaliste, passera par ici tout à l'heure nous proposer sa façon de lire et de vivre ces nouvelles réalités. Pendant nos débats, nous allons évoquer le sujet du statut de l'opposition, de Maître Adrien Ongbedi sous Boni Yayi en passant par Paul Rompé et Eric Rondeté, et peut-être même à Boni Yayi dans un autre rôle. La question demeure la même. À quoi sert un chef de file de l'opposition et comment lui faire jouir de ses prérogatives? Le débat a été relancé par une autre polémique née ce week-end où certains étaient à se demander qui de Boni Yayi et de Eric Rondeté était à même d'être le chef de file de l'opposition. Nous en parlons tout à l'heure. Bienvenue à tous. On va commencer la une des journées par Fraternité qui titre ce matin William Kodjo, DG ADAC, à propos de l'exposition des artistes béninois à Martinique. C'est un véritable dialogue avec le peuple martiniquais. Relations tendues entre Cotonou et Niamey. La réconciliation et la paix, un grand enjeu pour les deux États. Et puis promotion de fin d'année, Canal Plus fait des offres alléchantes à ses abonnés. Avis d'appel d'offres de la dette pour la construction de 7 lycées techniques agricoles. La Nation. Journée mondiale de lutte contre le sida, les communautés responsabilisées. Dynamisme, info, libération de Madougou et Haïfa 2026, la crainte du pouvoir en place se demande. Le journal Maté Libre, libération de Rikia Madougou, le message de mouvement adressé à Patrice Talon. Info Matin ce matin, suspension de la fête identitaire à Kassatoué. Le préfet Jean-Claude Kodia prend ses responsabilités et évite le trouble à l'ordre public. La Nation, déjà pas chez l'affiche du jour. Assemblée nationale du Bénin, aucun projet ni proposition de loi n'a été introduit sur l'homosexualité donc au Parlement. La cloche, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Le CNIN pour traquer les cybercriminels. Défi info. Grave pollution environnementale à Toba. Un homme déverse un camion de matière fécale humaine en pleine agglomération à Toba. La loupe, relation amoureuse entre individus de même sexe, une pratique à l'antipode des valeurs culturelles du Bénin. Gaskiani Info, mésentente entre les partis Les Démocrates et FCBE, une guéguerre nuisible à l'opposition. Le potentiel, drame meurtrier à Cotonou, un jeune bachelier tue et découpe ses deux parents en morceaux. C'est donc à Cotonou. HTP Bénin SA, là nous sommes avec Nord-Sud Quotidien, les faits qui ont valu la détention d'Adé Kambi dans les colonnes du journal Nord-Sud Quotidien. Décryptage info, transition juste pour les États. La BOAD annonce une série d'activités à la COP 28 qui a démarré déjà d'Abarou. Pour finir, actualité politique dans la première circonscription électorale. Le BR vide les questions qui fâche et restaure la confiance des militants. Ainsi donc, la une des publications ce matin, comme vous l'auriez remarqué, le tour a été, je dois dire, rapide. Donc, à la une des informations ce matin, et comme à notre habitude, on va passer pour la deuxième lecture de Fraternité. William Kodjo, DG ADAC, à propos de l'exposition des artistes béninois en Martinique. C'est un véritable dialogue avec le peuple martiniquais. Relations tendues entre Cotonou et Niamey. La réconciliation et la paix, un grand enjeu pour les deux États. Et puis promotion de fin d'année, Canal Plus Bénin fait des offres alléchantes à ses abonnés. On va terminer avec ce dernier titre, avis d'appel d'offres de la dette pour la construction de 7 lycées techniques agricoles. Nous sommes à la fin de la une des journaux. Nous voici donc pour le bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour.
Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, à découvrir dans les colonnes, pas dans les colonnes, dans votre bulletin de l'information à présenter tout à l'heure, les images de Saliman Karimoun. Saliman Karimoun, lui, c'est le ministre des enseignements maternels et primaires. C'est lui que vous avez à l'écran, chef de file des 3 ordres de l'enseignement, était la semaine écoulée face à la représentation nationale sur un sujet qui défraie la chronique depuis un certain moment. Il s'agit de l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Vous aurez dans un instant la réponse du gouvernement face à cette question des honorables députés. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure même avec notre invité Eddy Koto qui est enseignant dans le lycée du Bénin, lycée et collège du Bénin. Il sera donc notre invité, lui qui est psychopédagogue par ailleurs. Et puis en deuxième titre, pendant ce temps, donc, les manifestations entrant dans le cadre du Glérokwe édition 2023 sont lancées. Vous avez les images. La cérémonie inaugurale de cette fête identitaire des fils et filles de Ouida s'est tenue samedi dans la dite commune. Voici le bulletin. Teddy Goudala, le gouvernement s'est prononcé la semaine écoulée, c'est sur un sujet brûlant de l'actualité. Celui qui a porté justement sa voix, c'est le ministre des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimoun, qui était devant la représentation nationale. Bien évidemment, Tanguy, le sujet est relatif à l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Une question initiée par l'honorable député Nourenou Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Voici maintenant les réponses du gouvernement exposées par le ministre Saliman Karimoun. C'est à Porto Novo. Question numéro 1. L'enseignement sur l'homosexualité est-il introduit dans le programme scolaire dans notre pays? Réponse. L'expérience en cours au Bénin, s'agissant de l'éducation à la santé sexuelle, n'a rien à voir avec l'enseignement sur l'homosexualité. Il s'agit de l'infusion pédagogique des concepts de l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula. C'est l'apprentissage d'un comportement responsable dont la démarche éducative vise à apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques pour les sortir de l'ignorance. L'éducation à la santé est essentielle pour garantir que les élèves reçoivent des informations précises, complètes et non stigmatisantes concernant leur corps, leurs relations et leurs droits. Question numéro 2. Si oui, que cache le choix porté sur la classe de 5e dans nos collèges pour connaître de cet enseignement, si l'on sait que généralement à cette étape, les apprenants sont à l'entame de leur adolescence? Réponse. À la page 5 du guide de l'enseignement de SVT infusé, où la situation d'apprentissage porte sur reproduction et développement chez les animaux, il est plutôt recommandé l'adoption des relations interpersonnelles hétérosexuelles saines. À la page 9 du même guide, l'homosexualité est désignée comme non conforme à la référence sociale. Globalement, la gouvernance de l'initiative Éducation à la santé sexuelle n'autorise pas que les enseignants s'écartent de ce qui fait partie de notre culture. Question numéro 4. Les relations amoureuses entre les individus de même sexe sont-elles autorisées en République du Bénin? Réponse. Les relations amoureuses entre individus du même sexe ne sont pas spécifiquement criminalisées en République du Bénin. Cependant, notre pays, n'offre pas non plus de protection juridique spécifique aux 10 individus. Ce qui est très clair, c'est qu'une telle pratique est à l'antipode de nos valeurs culturelles. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers honorables députés, les éléments de réponse que le gouvernement entend apporter aux différentes questions posées.
À l'instant, le ministre Salimou Karimou, face au défi du terrorisme, le Bénin peut continuer à compter sur les États-Unis d'Amérique. Et pour cause, Washington vient encore d'offrir des matériels militaires aux forces armées béninoises. Ceci dans le cadre du projet dénommé Border Security. La cérémonie de remise s'est déroulée au camp militaire Séropéra de Parakou. C'était en fin de semaine écoulée. Le point. Ce sont au total 8 conteneurs de matériel composé d'équipements de protection individuelle et collective, d'effets vestimentaires et de matériel de communication qui sont offerts aux forces armées béninoises, le tout point montant estimé à plus d'1,3 milliard de francs CFA. C'est pour la 3e année consécutive que le Bénin bénéficie de cet appui des États-Unis d'Amérique qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition du programme de sécurisation des frontières connu sous le nom de BORSEC 2. Face à la menace de l'insécurité et du terrorisme, il est impératif que nous nous unissions, que nous partageons nos connaissances et nos ressources et que nous coordonnons nos actions pour éradiquer cette menace dévastatrice. Les États-Unis sont fiers de fournir les équipements de pointe qui renforcent la capacité des forces armées béninoises. Ces équipements comprennent entre autres des bottes, des gants, des lunettes balistiques, des émetteurs récepteurs radio, des kits de premier secours, des projecteurs, des écrans. À travers le programme BORSEC 2, plus de 700 soldats béninois ont reçu une formation sur les tactiques de surveillance des frontières. La formation inclut également le renforcement des relations entre les populations locales et les militaires. Ces nouveaux équipements nous permettront d'améliorer notre communication et donc la coordination de nos opérations sur le terrain. Essentiel pour garantir une réaction rapide et efficace dans des situations critiques, ils décupleront à coup sûr les succès pendant nos engagements. Les vrais amis sont ceux qui vous soutiennent dans les moments de doute et d'incertitude. Les forces armées béninoises n'oublieront jamais votre engagement à leur côté pour faire échec au terrorisme. Toutefois, la formation et les équipements ne suffisent pas à eux seuls à lutter efficacement contre le terrorisme. Ils doivent être appuyés par des programmes de développement qui soutiennent les populations vulnérables et les minorités, reconnaît l'ambassadeur Brian Choukan. Cela nécessite également une coopération étroite, une formation spécialisée et un engagement sans faille à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme. À cet effet, sur le long terme, les États-Unis investissent dans les opportunités économiques qui créeront des emplois et renforceront la résistance au recrutement extrémiste. Précisons qu'un mémorandum d'entente entre le Bénin et les États-Unis a été signé avant la réception officielle des matériels. Il vise à intensifier et élargir cette coopération vers des domaines importants tels que le renseignement, le transfert de compétences et la formation spécifique du personnel des forces armées béninoises. En images maintenant, l'école primaire maternelle La Ronde a célébré son 20e anniversaire de vie. C'était samedi 2 décembre dernier. Démarré depuis jeudi 30 novembre, les festivités ont pris fin par différentes activités récréatives. C'était dans l'enceinte de l'école que les festivités ont eu lieu. Florence Bossa nous en dira davantage dans nos prochaines éditions. Et puis, pour finir, les manifestations entrant dans le cadre de Glehwehwe édition 2023 sont déjà lancées. La cérémonie inaugurale de cette fête identitaire des fils et filles de Ouida s'est tenue ce samedi dans la dite commune pour la 127e fois de l'histoire. Ouida, la ville aux multiples atouts touristiques, aux valeurs culturelles et touristiques, rassemble ses natifs autour des défis de la commune de Ouida. Rehaussé par la présence d'une kyrielle de personnalités, l'événement a été marqué d'une animation riche en couleurs. Belle ambiance ce samedi au village de Glehwehwe à Ouida. Ce sont les premières étincelles de Glehwehwe, édition 2023. Pour la 127e fois de l'histoire, Ouida, la ville aux multiples atouts touristiques,
aux valeurs culturelles et cultuelles inestimables, rassemble ses natifs. Événement hautement festif, Klekwekwe est l'occasion de faire une mobilisation autour des défis de la commune de Ouida. Les filles, fils et sympathisants de Ouida doivent se serrer les coudes pour contribuer efficacement au développement de la commune et répondre effectivement aux attentes des populations. C'est le leitmotiv de l'UGDO. La plus haute et la plus belle des ambitions, selon moi, c'est d'être pour les enfants qui nous prolongent une terre de paix, d'avenir et d'épanouissement. Mesurons la chance que nous avons d'être de Ouida, une ville à l'identité forte, une terre de tradition, un territoire porteur d'avenir et agissons de sorte à ce que nos ancêtres et nos progénitures soient fiers de nous. Pour l'un des plus grands événements de la commune de Ouida, un agenda riche et attractif a été élaboré par l'Union générale pour le développement de la commune de Ouida, de la randonnée mémorielle et silencieuse au pique-nique en passant par les animations culturelles. Tout est prévu pour une mémorable semaine de festivités. À partir déjà de lundi, plusieurs activités bien enrichies se passeront ici tous les soirs. Et à partir donc de vendredi, nous serons sur le site de Klekwekwe pour un grand spectacle. Au thème de cette cérémonie de lancement, les appréciations sont diverses. Et nous ne sommes qu'au début, nous sommes à la cérémonie d'ouverture, mais on croit qu'on est déjà à l'apothéose de la fête. Il y a lieu de remercier et de féliciter le comité d'organisation, de remercier et de féliciter l'UGDO, de remercier et de féliciter la mairie de Ouida. Et chaque commune essaie de jubiler à sa manière. Donc les fils et filles de Ouida se sont réunis. Et ça fait pour la première fois. Ça fait des années, ils se réunissent chaque fois. Mais cette année, on a vu que ça a un caractère un peu national. L'acte inaugural de Klekwekwe édition 2023 a connu plusieurs prestations artistiques. Il a été suivi de la visite de la foire économique et artistique initiée pour l'occasion. Klekwekwe édition 2023, c'est du 2 au 10 décembre 2023. Et puis il faut rappeler que les festivités sont toujours en cours et prendront fin le 10 décembre prochain. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce matin. Tanguy Agoy, bonjour. Merci beaucoup, Tete Goudalo, pour cette présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Un autre rendez-vous de l'information via la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera à 11h pour le petit format, comme celui suivi tout à l'heure même, est présenté par Tete Goudalo. À 13h, vous aurez un format plus grand. Ce sera à la grande édition de la mi-journée. En attendant, voici les informations sportives. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. On aura au menu de ce matin du football, mais aussi du kickboxing. C'est d'ailleurs par là qu'on commence. Oui, Tanguy, cette nouvelle fédération qui vient de voir le jour au Bénin, après un long processus pour remplir les formalités de nombreuses années de pratique, les acteurs du kickboxing, déjà en association, officialisent leur discipline à travers l'installation de la fédération. Le FBKBDA, entendez bien entendu, la Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée, qui sera désormais suivie sur l'échiquier national. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu samedi 2 décembre 2023. C'était à Cotonou. La sérénité qui accompagne leur volonté, c'est à travers l'exécution de l'Aube Nouvelle que la nouvelle équipe de la Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée prend l'engagement d'Issero, les colonnes nationales. J'attire à son appel nos aïeux sans faiblesse. Voici la nouvelle association sportive qui vient de rejoindre la longue liste des fédérations existantes au Bénin. La journée d'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long processus. D'abord, un long processus de nombreuses années de pratique et de développement du kickboxing et des disciplines connexes, pratiquement une vingtaine d'années.
En abrégé, FBKB-DA, la Fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées, est portée sur les fonds baptismaux à l'issue d'une assemblée générale constitutive tenue après une préparation acharnée. Un bureau de 10 membres est installé pour conduire avec dextérité la destinée de l'association pour les 4 prochaines années. Nous formons une équipe homogène, prête pour aller au combat. Leur conviction est claire, atteindre le sommet et cependant s'associer aux anciennes fédérations pour réussir. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence de la Fédération béninoise de boxe et celle de Tekball. Le Comité national olympique et le ministère des Sports sont aussi représentés. Au nom de Monsieur le ministre des Sports, je saisis cette occasion pour adresser mes vives félicitations à tous les membres du collectif des clubs et associations pratiquant le kickboxing et tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour l'effectivité de la présente Assemblée générale constitutive. Ce ne sont pas des gens qui se sont réveillés un beau matin et qui ont dit parce que Francis Ngannou a gagné la dernière fois tout en perdant, ah nous aussi, on va se mettre ensemble pour créer quelque chose. Non. Non. C'est depuis le début des années 2000 que j'ai personnellement commencé à suivre Raoul Thibault Sofon avec beaucoup d'autres amis. Ils ont beaucoup travaillé. Ce nouveau bébé naît avec des prérequis qui émanent de plusieurs années d'engagement préalable menés par des acteurs. Et malgré les médailles d'argent et de bronze remportées au championnat africain de zone, le nouveau bureau dessine déjà sa nouvelle stratégie de travail. Nous allons parcourir tout le Bénin, parcourir nos collèges, nos écoles primaires et maternelles. On va trouver les vrais athlètes à la source. Et je pense que l'équipe formée autour de moi est prête pour cela. De toutes les fédérations existantes, il y en a qui font véritablement la concurrence des médailles. Désormais, sur l'échiquier national, il va falloir composer avec la Fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées. Allez, vous l'aurez constaté, plusieurs fédérations se sont fait représenter dans celui de la boxe qui est aussi un sport de combat. Je vous propose ici un extrait des propos du président de la Fédération béninoise de boxe, Pierre Henvy, qui était aussi de la partie. Vous avez entendu parler de kickboxing. Vous recevez le président de la Fédération béninoise de boxe. Il y a le même dénominateur, boxe. Ceci explique ma joie de constater et que bientôt, il y aura une complémentarité entre les deux fédérations. Il y aura des chantiers, n'est-ce pas, qu'on va monter ensemble pour, n'est-ce pas, pousser le sport demain, le sport individuel plus loin, n'est-ce pas, que là où il était. Voilà un peu ma fierté pour, n'est-ce pas, être ici, assister alors à la naissance de ce feu follet. Allez, bon vent à la nouvelle fédération, la Fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées. Absolument, bon vent donc. Et puis on met un terme par là justement à cette actualité liée à cette discipline. On va engager une autre discipline, cette fois-ci on va parler football et là on engage au sujet des pros du Bénin. Oui, de football bien entendu, on parle du championnat national après donc les rencontres en retard de la première journée disputée en milieu de semaine. Enfin, lors de ce week-end, il y a eu donc les rencontres de la 9e journée qui ont été disputées sur toute l'étendue du territoire national. L'Union sportive des Cavaliers de Niki était à domicile, c'est dans la zone A face au Buffle FC de Borougou, 0 partout entre les deux formations. Score identique entre Dynamo FC de Parakou et Baniganse. De l'autre côté, c'est Damissa qui allait s'imposer à Bembereke, c'était face à Beki FC, et puis à Estakounen qui s'est incliné à domicile 1-0, c'était face au Panther FC de Djougou. Dans la zone B, à Estonnet et Espoir FC de Savalo, c'est pas 2-0
2-2. Score nul et vierge de 0 but partout. Rodio s'incline à domicile face à Dynamo FC d'Abomey, deuxième victoire. Donc après la défaite de cette formation, 1 but donc à 0 pour Dynamo FC d'Abomey qui reste sur une très bonne lancée dans la saison. L'Autopopo s'impose largement à son adversaire Abeille, 3 buts à 0. Abeille qui est donc, on ne cessera jamais de le dire, pour cette saison, le club promu. Puis pour finir, il y a la victoire de Dadja FC, 1 but à 0. C'était face à l'équipe du Real Sport. À Inovi, dans la zone C, et Coton FC se séparent 2-2. Score à l'arrivée, 0 but partout. Il faut noter donc la victoire de Adidja, l'équipe des forces armées béninoises, 1 but à 0 face à Étoile Filante. Aziza FC, quant à lui, s'incline 1 but à 0 face à l'équipe de l'association sportive de Cotonou. Et puis l'équipe des forces de la police républicaine s'incline face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, 1 but à 0. On passe au niveau de la zone D pour le compte de cette 9e journée. Soubemap Sport s'incline 1 but à 0 face au Dragon de l'OME. La jeunesse sportive de Pobert aussi s'incline 2 buts à 1. C'était face à Avant Comni Sport. Il faut noter le score de parité, 1 but partout entre l'association sportive de la vallée de l'OME qui était en déplacement face à la jeunesse athlétique de Ketou, et pour finir Ayema qui prend le dessus, 1 but à 0. C'était face à Defa FC. Voici pour ce qui concerne l'ensemble des résultats, sinon voilà le tableau de tous les résultats de la 9e journée du championnat national, la Ligue professionnelle, la première étape bien entendu. Merci beaucoup à vous, Ali Moumouni. Et puis pour rester dans la veine de cette actualité nationale, Steve Mounier et Brest ont enchaîné une belle performance. Ce week-end, l'équipe avait enregistré une nouvelle victoire après Montpellier. Mettons 3-0 face à Clermont avec une passe décisive du capitaine des Guépards du Bénin qui a livré ses impressions d'ailleurs à cette occasion-là à notre envoyé spécial Rodrigue Gazine. Je vous propose de le suivre. J'étais à l'origine du penalty, effectivement. Après le deuxième but aussi, c'est moi qui fais la passe parce que je dévie le ballon avant que Mathias mette cette magnifique reprise de volée. Donc ouais, pour moi c'est un match plutôt réussi. Après voilà, félicitations à l'équipe aussi parce qu'on a réalisé une belle prestation. Après c'est continuer sur la lancée. Vous savez, nous on prend chaque match comme ils viennent, on essaye de gagner chacun des matchs qu'on doit jouer, et puis voilà, donc Strasbourg, voilà, on va aborder ce match avec la même envie et la même détermination de ramener les 3 points tout simplement. Vous regardez en haut, Ligue Europa, une place européenne? Non, nous on essaie juste d'avancer dans ce championnat, de se maintenir d'abord dans un premier temps, et une fois qu'on sera maintenu, là on verra ce qu'on peut jouer. Voilà donc l'avis du capitaine des Guépards, Steve Mounier, dans son club au sujet de cette belle performance de son équipe là-bas. Allez, on va rester notamment en France et plus largement en Europe pour parler de ce tirage au sort. Désormais, Ali, on connaît un peu la configuration des différents groupes dans la perspective de l'Euro 2024. Oui, tant qu'il bien entendu, en attendant donc les playoffs qui mettra aux prises les 12 équipes qui sont toujours en liste pour se qualifier pour l'Euro 2024 qui aura lieu bien entendu en Allemagne. Le tirage au sort a eu lieu ce week-end. C'était donc du côté de l'Allemagne à Hambourg pour être plus précis. Donc les 21 équipes connaissent déjà leur sort en attendant, donc comme je le disais tout à l'heure, les 3 autres qui vont rejoindre pour faire le total des 24 nations qualifiées pour cette compétition. On commence donc par le groupe A, l'ossature de cette poule. L'Allemagne évoluera aux côtés donc de l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Au niveau du groupe B, il y aura l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Un groupe qui déjà s'apparente à être la plus compliquée de cette compétition, puisqu'on a 3 cadors dans ce groupe, l'Espagne, la Croatie et l'Italie, qui vont s'offrir 2 places pour le tour suivant. Au niveau du groupe C, il y a la Slovénie qui évoluera donc avec le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. Au niveau du groupe D, en attendant donc l'équipe qui va se qualifier après les playoffs A, les Pays-Bas sont dans cette poule, l'Autriche et la France. Là aussi un autre groupe de la mort. On aura au niveau de la poule E, la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et puis l'équipe qui va se qualifier après les playoffs B. Et pour finir, au niveau du groupe F, la Turquie fera chemin commun avec le Portugal et la République tchèque. Et là aussi, il faut attendre les barrages pour pouvoir déterminer la 4e équipe qui évoluera dans ce groupe F avec la Turquie, le Portugal et la République
tchèque. On reste toujours voilà, sur le plan mondial pour parler cette fois-ci des U17. La Coupe du Monde a connu son épilogue, c'était donc ce week-end, et c'est l'Allemagne qui est donc sacrée championne de cette compétition. Pour la première fois de son histoire, l'équipe allemande remporte la Coupe du Monde de cette catégorie. Il faut juste souligner que c'est le continent africain qui détient le plus grand record avec les 7 sacres du Nigeria et puis les 2 des Black Stars du Ghana. La France en avait remporté, c'était en 2001, mais cette fois-ci la France est en finale mais échoue face à l'Allemagne après les tirs au but. Voici donc les résultats de cette finale. 2-2 après les 90 minutes. La France va être donc battue lors des tirs au but, 4-3. Il faut préciser qu'avant, le Mali, le seul et dernier représentant africain qui était toujours en liste, s'est imposé largement face à son adversaire, l'Argentine. 3-0 pour l'équipe du Mali qui remporte donc la médaille de bronze et part aussi avec des trophées individuels comme Ibrahima Diarra. Tanguy, on parlait de ce jeune joueur de 16 ans qui remporte le soulier d'argent et qui pouvait être le meilleur joueur de la compétition si le Mali avait terminé en finale. Malheureusement, Ibrahim Diarra, le capitaine de cette jeune formation malienne, sort avec le soulier d'argent. Donc le deuxième meilleur joueur, meilleur buteur de la compétition. Et puis le deuxième meilleur joueur revient toujours au Mali avec le ballon d'argent remporté par Amadou Makalou. Très très performant milieu de terrain qui a impressionné plus d'un lors de cette compétition de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, édition 2023, qui s'est déroulée du côté de l'Indonésie. Tanguy, c'est l'essentiel pour ce matin. On se retrouve demain. On se retrouve demain, Ali Moumouni. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, voici notre premier invité ce matin. Et donc notre invité ce matin, comme je l'ai annoncé dans mon introduction, c'est Camille Edi Koto. Il est enseignant de français dans les lycées et collèges du Bénin. Il est surtout aussi psychopédagogue. Monsieur Koto, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce matin, vous êtes là pour qu'on évoque un peu ce sujet qui a fait beaucoup de débats et auquel le gouvernement a apporté des clarifications à l'occasion donc des questions posées par l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de l'introduction de l'enseignement de l'homosexualité dans les enseignements au niveau des lycées et collèges du Bénin. Après la polémique, le gouvernement a dû donc s'obliger, monsieur Koto, à répondre à une série de questions posées par l'Assemblée nationale à ce sujet. D'abord, que vous inspirent ces réponses apportées par le gouvernement? Merci. Je trouve que les réponses apportées par le gouvernement n'ont pas changé. Quand on se réfère à une première réponse, notamment du ministre de l'enseignement secondaire. Oui, du ministre de l'enseignement secondaire, quand la polémique était née il y a quelques semaines. Donc les réponses n'ont pas changé, elles ont demeuré telles. Et ces réponses, à mon avis, justifient quand même, dans une large mesure, les raisons de l'infusion de ce concept dans les programmes des sciences de la vie et de la terre en classe de 5e. Oui, les réponses n'ont pas changé. Là, pour vous, est-ce qu'il y a matière à se quereller à propos, quand on a suivi maintenant les officiels, et de façon officielle, et puis la polémique et les acteurs qui l'ont suscité? Vous savez, les ministres, ou le ministre a expliqué, mais avant lui, le directeur de l'Institut a expliqué qui s'était impliqué dans la conception des guides et programmes de la classe de 5e et même, je dirais, des curricula de formation. Et c'est depuis 2017, en fait, que le guide infusé a été mis en œuvre. Donc, ce n'est pas actuel, ce n'est pas une nouveauté. C'est peut-être cette année-ci que les gens ont eu, je ne sais pas, l'information et... Ils sont un peu perturbés, dérangés. Ont été dérangés par l'introduction de ce terme dans les curricula. Mais je pense que, vous savez, au-delà de tout ce que nous disons, l'école est d'abord un lieu ou une institution dans laquelle on transmet les connaissances, on transmet le savoir et surtout dans laquelle on éduque. De mieux en mieux, on a l'impression que notre école, celle béninoise, je veux dire, s'occupe
uniquement ou beaucoup plus de l'instruction que de l'éducation. Or, on ne peut pas instruire sans éduquer si on veut avoir des citoyens de valeur. Si on veut avoir des personnes bien formées, l'éducation doit constituer le ferment de ces connaissances théoriques ou pratiques qu'on transmet à l'individu pour faire de lui une personne appréciable pour la société. Et donc, infuser ce guide avec ces notions, c'est une façon aussi, parce qu'on l'a rappelé, aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on parle de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on éduque les jeunes à de meilleurs comportements. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, et d'ailleurs, le Conseil des ministres, il y a quelques semaines aussi, a voulu que désormais dans les écoles, il y ait les classes socio-éducatives. Pour qu'on parle aux jeunes des valeurs de notre société, de notre culture, y compris les déviances liées à un certain nombre de comportements que les jeunes peuvent adopter aujourd'hui, la cybercriminalité. Donc si on est d'accord qu'il faut éduquer les jeunes et les ramener sur le droit chemin, pourquoi ne sommes-nous pas d'accord qu'on parle de cette affaire, même justement, concept aussi, qui par ailleurs crée beaucoup de dommages. On parle d'enfants, et justement, puisque ce sont des enfants de la classe de 5e, vous l'aviez précisé tout à l'heure, qui devront y faire face. Pensez-vous qu'à l'âge là, on peut déjà être à même d'aborder des sujets aussi délicats que cela? Est-ce que vraiment ils ont l'âge d'appréhender ce qu'on leur dit là? Un auteur a écrit tout ce jour avant 6 ans. C'est dire que les bases de ce que l'individu sera en étant adolescent, adulte, ou même personne du 3e âge, tout se joue avant 6 ans. C'est à l'enfance qu'on pose mieux les jalons. Pourquoi? Parce que à l'enfance, l'enfant apprend à imiter. L'enfant apprend à copier. L'enfant s'éduque en voyant les gens faire. Et donc, il vaut mieux tailler les principes dans lesquels, ou les bases dans lesquelles l'enfant doit marcher, plutôt que de le laisser à lui-même. Et puis aujourd'hui, quand on en parle, on a l'impression que c'est l'école qui vient apporter cette information aux enfants, ce qui est faux. Il y a aujourd'hui des réalités que les enfants d'aujourd'hui maîtrisent mieux que nous, mieux que les parents. On va en parler tout à l'heure, oui. Et puis, vous savez, l'école est un processus, ou l'éducation est un processus. Il ne faut pas laisser, on dit que la nature a horreur du vide. Il ne faut pas laisser le champ à tous les autres, toutes les autres sources qui peuvent polluer un peu voilà, l'être même de l'enfant, au point que demain, il sera tard de rectifier le tir. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, je vous laisse aller. Oui, je pense que l'école, dans l'article 4 de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale, il est dit dans l'article 3 que l'école est ouverte à toutes les innovations positives, et là c'est l'alinéa 2, utile, et doit prendre en compte notamment l'instruction civique, la morale, l'éducation pour la paix et les droits de la personne, l'éducation en matière de population et à la vie familiale, l'éducation relative à l'environnement et le reste, j'en passe. Ça veut dire que l'école garantit un certain nombre de dispositions éducatives. L'école n'est juste pas là pour instruire. Et puis, aujourd'hui, les parents, il faut l'avouer, sont dépassés par un certain nombre d'événements à l'avènement d'informations, de perturbations, à l'avènement de l'Internet, voilà, des technologies de l'information, de la communication. Donc l'école vient en fait soutenir les parents dans leur griffe ignorance. Et c'est là où je vais vous relancer. Vous l'aviez bien reconnu, l'école aujourd'hui ne participe plus à l'éducation de l'enfant, mais plutôt à son instruction. Et donc, on a l'impression que l'enfant qu'on envoie là-bas, il va pour, je dois dire, recueillir seulement des informations qu'on lui apporte. Parfois même de façon très mal apportée. Est-ce que ce n'est pas véritablement un danger, je le répète? Et alors, de laisser cet enfant-là à la portée de quelqu'un qui ne l'encadre vraiment plus, mais qui s'occupe juste de lui apporter une information? Non, vous savez, les enseignants aujourd'hui, il faut le reconnaître, tout enseignant est un éducateur. Et ceux dont nous sommes en train de parler, les enseignants ont eu le temps de les aborder. Quand on parle par exemple des classes socio-éducatives, et le gouvernement voudrait qu'on revienne sur les notions de leadership, de morale, de civisme, de patriotisme, de lutte contre la cybercriminalité en griffe, c'est des stratégies que les enseignants ont toujours utilisées
5 minutes, 10 minutes pendant le déroulement de la situation d'apprentissage pour aborder des notions de façon à former des êtres entiers et non des êtres incomplets. Donc ce n'est pas une nouveauté. Et on ne peut pas craindre que ce soit l'enseignant qui se mette dans ce rôle parce que justement ces enseignants ont été formés pour. Ils ont été préparés pédagogiquement. Oui, les enseignants ont été préparés parce que le guide aujourd'hui, ce n'est pas que chaque enseignant évolue, de façon unilatérale et dispense. Chaque enseignant va puiser dans ses ressources propres, dans ses informations propres. Le guide a été conçu. Oui. Et dans le guide infusé de la 5e, vous verrez que la situation d'apprentissage a été abordée de façon à prévenir les déviances. Donc, chaque enseignant des SVT de la classe de 5e sait exactement et avec précision ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas dévier. Et puis, quand on demande aux enseignants de jouer ce rôle, ils savent que leur mission, c'est de pouvoir expliquer aux plus jeunes qui n'ont pas encore atteint une certaine maturité que les comportements sexuels reconnus ou autorisés dans notre société, tolérés dans notre société, dans notre culture, c'est l'hétérosexualité. Et ça a été bien dit. Et puis, si vous permettez, le directeur général de l'INI FRCF explique que le thème de l'homosexualité a été évoqué dans ce guide pour 2 raisons. D'une part, pour enseigner aux apprenants le contraire du terme homosexualité. Parce que bien évidemment, lorsque vous vous focalisez sur l'hétérosexualité et que l'enfant vous demande mais c'est quoi l'antonyme ou le contraire de l'hétérosexualité, vous devez être en mesure de lui dire homosexualité. En fait, les gens ont eu l'impression... Là-dessus, vous avez juste une fenêtre de 5 minutes pour répondre qu'il y a homosexualité. Non, vous ne passez pas tout un cours. Justement, il faut passer tout un cours. Oui, parce toute une semaine. Il faut passer tout un cours parce que la curiosité juvénile est dans... Les enfants ont commencé par entendre parler d'homosexualité dans leur entourage. En fait, on donne l'impression, vous permettez, on donne l'impression que quand on a dit homosexualité, tous les apprenants d'une classe sont devenus homosexuels. Nous donnons, est-ce que, dites-moi, M. Agoy, aujourd'hui, sur votre plateau, est-ce que parce que nous aurions évoqué le terme sexe, que tous, nous l'avons pratiqué ici? Je ne pense pas. C'est une manière d'éduquer. Et puis, je voudrais dire, on donne l'impression aujourd'hui que la chose est née en 2023. Mais ce qui est faux, dans notre entourage, dans notre quartier, on parlait des gays il y a plus de 20 ans au Bénin. Oui. Et dans nos quartiers, dans notre environnement proche, on en a connu, j'en connais, dans Cotonou. Et puis, il faut pallier le danger, il faut pallier le danger en parlant de ce phénomène. Ne pas en parler, faire la politique de l'autruche, c'est malheureusement ouvrir la porte à ces... En fait, moi, je n'accuse pas les personnes qui ont adopté cette tendance-là. Parce que chacun est libre aujourd'hui en République du Bénin d'aller dans le sens. Mais je voudrais dire, la deuxième raison, c'est pour faire observer aux apprenants que cela ne fait pas partie de notre culture. Maintenant, dans quelle institution, dans quel cadre peut-on le dire si ce n'est à l'école? Parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les parents n'ont même pas un certain nombre d'informations que leurs enfants détiennent déjà par rapport à l'avènement de l'Internet. Ils vont sur les réseaux sociaux tout le temps, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Internet. Et puis, même leurs collègues, leurs camarades à l'école. Le discours que craignent les parents d'élèves, et notamment ceux qui soulèvent la polémique, c'est celui que vous aviez tenu tout à l'heure. Chacun est libre, je dois dire, de disposer de son corps. Quand le cours va se terminer par ça, ça fait comme une liberté, une caution donnée directement à l'enfant à qui on a enseigné l'homosexualité, alors qu'on attendait de l'enseignant de lui montrer, c'est pas un griffe, la perversité ou tout ce que vous voulez de cette option-là. Chacun est libre de disposer de son corps, je reprends, je l'ai dit, pour ne pas martyriser les personnes qui ont choisi. Et quand le discours de l'enseignant va finir par là, quel est le comportement qu'on peut s'attendre de l'enfant? Là, je ne suis pas en situation de classe. Ah d'accord. Alors on va évoluer. Quel est le danger, par exemple? C'est vrai que ceux qui ont envoyé la polémique sur la place publique, ils ont dit on aurait pu attendre un peu, que l'enfant soit un peu plus mature. C'est vrai. En classe de 3e, par exemple, on a un cours sur la reproduction, par exemple, où on peut montrer à l'enfant que si vous êtes hétéro, vous pouvez accoucher un enfant, enfin, vous pouvez faire un enfant comme vous voulez, alors que au niveau donc de l'homosexualité, cela n'est pas possible. Au niveau de la première aussi, vous avez une séquence consacrée justement à la reproduction humaine. Est-ce qu'on ne peut pas attendre ces 2 étapes-là pour en parler à l'enfant? Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de violence faite aux filles, nous parlons de viol,
nous parlons de grossesse non désirée et de beaucoup de choses. Et c'est dans cette logique, aujourd'hui, depuis déjà au primaire, on en a appris par ces derniers temps aussi, comment dire, la fréquence des viols sur mineurs. Déjà en classe de CME, même plus tôt, il y a des enfants, malheureusement, au regard d'un certain nombre de considérations liées à leur culture, à la société ou à l'environnement dans lequel ils évoluent, ont contracté des grossesses sans forcément en être demandeurs. Et pour prévenir ces dangers, il faudrait en parler un peu plus tôt. Oui, un peu plus tôt. Parce notamment que en sixième, par exemple. Non, mais même moins. Vous savez, aujourd'hui, je trouve que le sexe ne doit plus continuer de demeurer un tabou. Parce que tôt ou tard, ça commence. Et il vaut mieux que les bonnes orientations sortent de la bouche des parents, qui sont les premiers éducateurs, que cela soit, comment dire, le fait de la société ou des individus dont on ne maîtrise pas forcément les idéologies ou les pensées. Les intentions. Les parents sont là pour éduquer. Et c'est les parents. Émile Durkheim dira que l'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mieux pour la vie sociale. Mais cette génération adulte dont on parle doit être une génération aguerrie. Et aujourd'hui, l'éducation à la santé sexuelle et reproductive commence plutôt pour prévenir ces déviances-là, pour prévenir ces dangers au sein de nos sociétés. Ne pas en parler, c'est un drame. Et je trouve même que c'est bien d'en parler, d'en parler plus tôt. Et puis, je voudrais rappeler, dans les justificatifs, on dit qu'il est suffisamment clair et sans équivoque qu'à aucun moment, le guide de l'enseignant n'a fait l'apologie de l'homosexualité. Et nous ne le faisons pas non plus. Il a considéré à la page 11 comme étant une déviance d'un comportement sexuel naturel. Notre société béninoise ou notre culture béninoise n'autorisant pas la chose. Mais je pense que lorsqu'on voit le danger venir et qu'on n'en parle pas, demain ça peut devenir irrécupérable. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, nous voyons qu'on écrit, si vous permettez, nous voyons qu'on écrit sur les réseaux sociaux que 15 ou 20 jeunes, 30 jeunes ont été envoyés derrière les barreaux ou en prison pour faire de la cybercriminalité. Et puis, on croise les bras, on se demande mais comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là. Parce que depuis 20 ans, on n'en a pas suffisamment parlé. Et je voudrais finir avec ceci. Joseph Leff dira que l'éducation est la mise en œuvre des moyens propres à former intellectuellement, socialement, moralement, psychologiquement, physiquement, un jeune, un adolescent, par l'exploitation, l'orientation et la valorisation des ressources de son être. Donc l'éducation, elle est complète. Tout à fait. Et surtout quand elle est bien appréhendée par des acteurs qui sont prévenus, je dois dire, de son intérêt, de ces rouages-là. Une curiosité. Oui, monsieur. Est-ce que ça vous est arrivé d'imaginer qu'un enseignant homosexuel soit devant les enfants pour évoquer ce sujet? Qu'il l'évoque, il doit tenir compte de la déontologie du métier. Qui contrôle? Qui contrôle en ce moment précis? Le conseiller pédagogique contrôle l'enseignant. L'inspecteur contrôle l'enseignant. Les apprenants même contrôlent l'enseignant. Parce que le message que l'enseignant passe est relayé par les enfants. Au niveau de leurs parents. Et dès que les parents, il est arrivé déjà que des parents aient sonné un enseignant parce que les enfants à la maison ont raconté un certain nombre de choses. Donc le problème ne se pose pas. Je dis, un enseignant est d'abord un être formé pour. Il suit la déontologie du métier et le message passe. Et vous êtes psychopédagogue par ailleurs. Merci beaucoup d'être passé sur la C'est un plaisir. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, notre deuxième invité. On va passer d'un sujet éducation à un sujet international avec notre invité Morgan Assoba qui est internationaliste. Monsieur Assoba, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. C'est un plaisir. Bamako, Ouagadougou et Niamey sont décidés. Ils veulent créer l'Alliance des États du Sahel. C'est la solidarité des enfants mal aimés de la sous-région. Alors, je pense que nous avons évolué de la volonté. Ils sont passés à l'action. Et tout dépend de la façon ou de l'angle d'observation où on se retrouve. On peut parler des enfants mal aimés, comme on peut parler des enfants qui ont décidé de choisir un autre chemin. Et là, nous sommes en plein dans cette situation
plus ou moins difficile à cerner lorsqu'on ne comprend pas les différents événements qui ont conduit à cette situation. Ce qui est clair, il y a une sorte de désintégration qui est en train de s'installer au sein de l'espace géographique considéré comme la CEDEAO, pas de l'institution, mais cette situation est une situation assez préoccupante parce que soit on assistera à une renaissance du processus d'intégration où on aura une rupture totale de l'intégration prônée par la CEDEAO et une naissance d'une nouvelle forme d'intégration. Mais tout cela dépendra du caractère opérationnel et productif de cette nouvelle alliance. On va observer cela de près tout à l'heure. Hein. Mais tantôt on entend alliance, tantôt on parle de fédération, notamment à partir de la semaine écoulée. Déjà, qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement quand vous observez l'actualité ? Vous savez, la CEDEAO en elle-même est partie d'une idée d'intégration économique. Et ensuite, nous avons abouti à un peu plus qu'une intégration économique. Nous sommes passés à une intégration politique et on a même eu l'idée d'évoquer un passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Donc, une intégration beaucoup plus sociale. Aujourd'hui, l'AES est une alliance qui est née dans une perspective d'abord sécuritaire. Quand vous regardez l'alliance en lui-même, c'est pour lutter contre l'insécurité qui menace sérieusement ces trois pays du Sahel, sans compter que la menace est sous-régionale, concerne toute l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, dans cette même optique de vouloir résoudre les difficultés liées à la question de la sécurité, ces États ont perçu l'opportunité d'aller beaucoup plus loin que la question de la sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans un processus d'intégration qui est compromis de l'autre côté de l'espace de la CEDEAO, qui leur donnait cette opportunité-là d'avoir une possibilité d'intégration économique, voire sociale. La question de la fédération n'est pas forcément d'actualité, mais elle existe déjà dans l'intention qui a été manifestée au niveau de cette nouvelle alliance. Et il faut rappeler que bien avant même la naissance de cette alliance et les événements qui ont conduit du moins à l'arrivée du Niger, il y avait déjà une idée de fédération qui était nourrie par le Burkina Faso, qui avait été exprimée. Donc aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'action, mais l'action peut être encore endiguée par plusieurs événements. Alors vous avez parlé de désintégration, notamment de la CEDEAO, espace géographique concerné et évoqué. Du point de vue géopolitique, est-ce qu'on va certainement évoluer, vers une autre forme plutôt que de la bipolarisation à laquelle on a assisté depuis lors? Oui, l'évolution est déjà, disons, sur le terrain. On constate cette évolution. Aujourd'hui, il est clair dans l'espace géopolitique mondial qu'on n'a plus affaire à une sorte de bipolarisation, même si les tendances continuent d'exister. Et ça s'explique déjà par le processus de déconstruction qu'on observe. Vous avez des foyers de conflit un peu partout. Et quand vous étudiez l'histoire des relations internationales, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas l'arrivée des conflits par la qualité de leur ampleur que le monde, à un moment donné, s'est réorganisé autour de certains pôles. Et aujourd'hui, on a des conflits de l'autre côté du Moyen-Orient, on en a en Afrique, on en a eu depuis un bon moment, et de l'autre côté de l'Europe aussi, on en a. Et là, quand vous prenez le Moyen-Orient et l'Europe, ces changements plus ou moins radicaux géopolitiques se sont opérés dans ces deux sphères, et surtout ce qui se passe en Europe. Donc aujourd'hui, non seulement on a des changements sur le plan sécuritaire et stratégique, mais on a aussi des changements énormes sur le plan économique, avec la naissance des BRICS, qui compétissent normalement avec tous les autres anciens systèmes économiques du monde. Donc là, il y aura forcément un changement géopolitique qui touche aussi l'Afrique et qui donne l'opportunité à l'Afrique de créer un autre chemin et une autre, disons, perspective au niveau des décisions sur la scène internationale. Ce qui se remarque, c'est qu'il y a une sorte de leadership autour donc de Bamako. Est-ce que Bamako est vraiment, je dois dire, prêt aujourd'hui pour tenir, quand on connaît un peu l'ancrage, notamment dans le monde franco ou France-Afrique de la Côte d'Ivoire, quand on connaît un peu le poids à la fois économique et démographique du Nigeria dans la sous-région, est-ce que véritablement aujourd'hui le Mali peut tenir ce leadership?
Oui, le Mali, dans sa possibilité de tenir, elle est effective, mais tenir dans le long terme va dépendre de plusieurs facteurs. Et l'un de ces facteurs, c'est déjà les partenaires qui viendront soutenir le Mali dans sa perspective, à la fois les partenaires qui restent dans l'espace régional et les partenaires sur la scène internationale. Aujourd'hui, sur la scène internationale, il semblerait de façon évidente que le Mali a acquis un certain nombre de partenaires assez solides, surtout lorsqu'on regarde la prise... En dehors de la Russie, on n'a pas l'impression qu'il y a d'autres sur qui le Mali peut compter véritablement. Il y en a. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, comme je vous l'ai dit, et comme nous le constatons tous sur la scène internationale. Changement sur le plan stratégique. Aujourd'hui, vous avez même des pays en Europe qui ont décidé de revoir leur coopération avec le Mali, malgré le fait que l'Union européenne, dans son ensemble, s'est détachée, entre-temps, désolidarisée de ce qui se passait au Mali. Quand vous regardez le comportement des États-Unis par rapport à la question du Niger, est totalement... Un ambassadeur est en voie d'être nommé. Exactement. C'est totalement à l'antipode de ce que l'Union européenne a décidé de faire. Donc, toute cette dynamique des États-Unis qui soutiennent le Niger, c'est comme si les États-Unis, de façon indirecte, soutenaient l'alliance des États du Sahel et va devoir donc créer des partenariats. Donc, sur ce plan-là, vous avez un ensemble de dispositifs qui sont en train de se mettre en œuvre pour pouvoir renforcer les perspectives du leadership du Mali qui ne fait que s'agrandir. La question qu'on doit se poser sur l'aspect sous-régional, c'est quand est-ce que la CEDEAO va prendre une perspective d'intégration plutôt qu'une perspective de désintégration qu'on observe jusque-là. J'ai l'impression que vous êtes pessimiste par rapport à l'avenir de la CEDEAO au regard de l'évolution de cette actualité-là. Mais la CEDEAO, c'est quand même une quinzaine de pays. Il n'y en a que 3 qui sont encore du d'oreille et qui font leur chemin à part. C'est pas du pessimiste. C'est d'abord ce qu'on appelle de la real politics. Quand vous regardez le poids du Mali, du Burkina Faso, du Niger, dans ce qu'est la naissance de la CEDEAO et aussi l'apport dans le dispositif stratégique et géopolitique de la CEDEAO. Vous comprenez que si vous amputez cet espace, la CEDEAO a une difficulté réelle. Et quand vous prenez même le simple fait qu'il y a eu des sanctions économiques autour du Mali et les impacts de ces sanctions économiques dans la vie économique d'un certain nombre de pays de la CEDEAO, vous comprenez qu'il y a un souci à se faire parce que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal et bien d'autres pays de la CEDEAO, ils ont ressenti le feedback ou l'effet boomerang de ces sanctions. Quand vous prenez le cas du Niger qui est très récent, nous sommes un pays voisin du Niger. On sait quand même sur l'aspect économique ce que ça a pu faire ressentir au Bénin. Donc c'est un dispositif duquel il ne faut pas compter faire sans pour aller loin. C'est très important que le Mali, le Burkina Faso et le Niger restent dans le dispositif d'intégration de la CEDEAO. Maintenant, quand vous parlez de seulement 3 pays, vous savez, le caractère intégrateur de la CEDEAO n'est pas passé à 15 du jour au lendemain. C'est d'abord un nombre très restreint qui ont décidé de se mettre ensemble et avec le temps, on a vu qu'il y a plusieurs autres États qui ont exprimé le souhait de rejoindre. Ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté de ces 3 pays du Sahel, c'est l'enjeu sécuritaire. Si ces 3 pays arrivent à endiguer le problème sécuritaire qui, depuis plusieurs années, est un problème pour l'ensemble de la CEDEAO, en tout cas. Ils vont susciter l'intérêt d'autres pays. C'est d'ailleurs pourquoi les 3 pays s'unissent. Et là, nous passons au deuxième sujet pour lequel je vous ai invité ce matin. Il n'y a que le Mali qui est parti depuis un bout de temps maintenant du G5 Sahel, a certainement dû entraîner avec lui maintenant les Niamey et Ouagadougou. Alors, est-ce que véritablement on peut trouver, on peut espérer qu'il trouve une solution à ce problème-là? Oui, vous savez, le G5 Sahel avait pour objectif principal de remettre, du moins d'endiguer la problématique sécuritaire et avait pour partenaire stratégique le plus important la France. Donc ce qui se passe aujourd'hui par le retrait de ces pays de ce dispositif du G5 Sahel n'est qu'une suite logique
de ce qui s'est passé de façon bilatérale avec le partenaire principal qu'est la France. Et surtout, quand vous mettez la France de côté, vous voyez l'Union européenne. Et quand on parle de dispositif sécuritaire, on parle d'abord de financement de ce dispositif sécuritaire. Lorsque vous écoutez la plupart des pays qui faisaient partie du G5 Sahel évoquer les raisons pour lesquelles le G5 Sahel a été incapable de gérer la question sécuritaire, ils reviennent tous pratiquement sur l'aspect de la difficulté d'accès au financement qui avait été promis. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Au contraire, il y a une désolidarisation de certains acteurs clés. Oui, mais si ensemble, ils n'ont pas pu avoir le financement, ce n'est pas en quittant un à un qu'ils trouveront les moyens de lutter et de faire face au phénomène. Alors, quand vous regardez le fond de cette initiative de quitter un à un, vous comprenez que l'initiative ne s'est pas faite sur un coup de tête. Vous comprenez qu'il y a eu, en même temps qu'il y a eu cette désolidarisation, une stratégie de mobilisation de partenaires à la fois techniques et financiers pour soutenir les initiatives individuelles prises par ces différents États. Ce qui explique de l'autre côté du Mali la reprise de Kidal et de l'autre côté de Bamako, on a quand même eu vent d'un ensemble de succès, même si ce n'est pas aussi évident que de l'autre côté de Bamako. Donc, on doit supposer que le dispositif de mobilisation de financement existe au niveau de chacun de ces États pris individuellement qui décident aujourd'hui de fédérer leurs forces. Une avant-dernière question. Quel bilan faire de ce G5 Sahel? Le G5 Sahel... Un échec cuisant. Bon, oui, sur le plan... de l'efficacité, de la réponse à apporter. Oui, il y a un échec. C'est très loin des résultats qui étaient espérés. Vous avez de la peine à affirmer tout de coup, oui, il y a un échec. Pourquoi est-ce que j'ai de la peine à affirmer? Parce qu'il faut déjà commencer par comprendre quels étaient les objectifs de départ du G5 Sahel. Est-ce que les objectifs étaient effectivement de mettre fin à cette question d'insécurité? Parce que si, dans le fond, il y avait d'autres objectifs qui étaient peut-être de garder dans le giron du partenaire principal qu'était la France, ces différents pays, il n'y a pas eu d'échec. Il y a eu peut-être d'échec par rapport aux attentes de certains partenaires ou de certains acteurs. Mais même là-dessus aussi, sur 5 pays, si 300 vont, on n'a pas encore gagné. Donc c'est encore aussi un échec. Vous savez, c'est encore un échec. Pourquoi? Peut-être parce que aujourd'hui, la coopération bilatérale entre la France et ces pays-là a pris un coup. Donc, est-ce un échec du G5 Sahel ou c'est un échec de la stratégie diplomatique globale de la France? Aujourd'hui, cette stratégie est remise en cause même au niveau de l'Élysée et de tous les acteurs qui vont avec une dernière curiosité, quel destin pour le G5 Sahel? La fin? Non, le G5 Sahel est parti depuis très longtemps, de façon pragmatique. Mmh. Aujourd'hui, c'est d'autres horizons, c'est d'autres partenaires, et c'est d'autres dynamiques. Et ceux qui tardent encore à suivre les autres dynamiques, c'est la CEDEAO. Encore que la CEDEAO, déjà, elle-même avait évoqué de prendre des initiatives pour résoudre la question sécuritaire elle-même dès la prise du leadership par le président du Nigeria, Tinubu. Morgan Asoba, internationaliste, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. C'est un plaisir. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause maintenant. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
La légende raconte qu'elles constituaient la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. Quand la parole est embrigadée par les partis politiques, le titre du commentaire de Franck Arnaud ce matin. Franck, bonjour. Depuis un moment, les langues se délient difficilement. En tout cas, dans le milieu politique du Bénin, les acteurs se muent dans un silence de plus en plus. Et cela vous fait dire que les débats politiques se meurent progressivement chez nous. Oui, ils se meurent très dangereusement. Le constat se fait tristement ces dernières années face à l'actualité fournie et parfois très chaude. Il est compliqué, voire quasiment impossible de mettre la main sur des acteurs politiques pour opiner. Tous les partis politiques, sans exception au Bénin, absolument tous ont adopté la même politique, que ce soit l'UP Le Renouveau, les démocrates, le BL, la FCB ou encore les autres partis qui animent la vie politique nationale. Il est mis en place un système de permission, d'autorisation ou encore, que sais-je encore, qui conditionne l'intervention d'un acteur politique désormais. Il n'est pas donc rare d'entendre un député, un conseiller ou encore un membre de parti, de bureau de parti politique vous servir au téléphone. Je dois prendre d'abord l'autorisation de mon parti. Et figurez-vous qu'il ne vous revient jamais. Même sur des questions d'ordre social, des questions d'analyse, de sujets politiques liés à l'histoire de notre pays, on entend le même refrain. C'est un sentiment général qui se dégage aujourd'hui dans la presse béninoise au XXIe siècle, celui qui donne l'impression que la parole est embrigadée, elle est retenue dans les chapelles politiques, tous bords confondus. Comment en est-on arrivé là? Bien malin qui pourra répondre à cette interrogation, car tellement l'autorisation est devenue un grand privilège pour les politiciens qu'ils se cachent derrière cet alibi pour fuir les débats, pour refuser les invitations sur les plateaux de télévision, les chaînes de radio et les colonnes des journaux. De quoi a-t-on peur réellement? Pourquoi tant de garde-fous autour de l'opinion politique aujourd'hui? Ce que je sais n'est pas politique qui veut, mais qui peut. Dès cet instant, on ne devrait pas avoir de crainte à permettre à des acteurs politiques militants ayant un parcours bien accompli de donner des interviews, de faire des débats et de prendre position par rapport à certains faits brûlants de l'actualité. Et dans ce lot, on peut excuser ceux d'entre eux qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé, ainsi que ceux qui font leur premier pas en politique. À part cela, le grand nombre est à même de faire preuve de sollicitude vis-à-vis des médias, lesquels ne peuvent pas créer l'information. Parfois, les simples communiqués ou encore compte rendu des conclaves des partis politiques ne suffisent pas pour éclairer la lanterne des populations. La parole, elle est fermée, embrigadée dans les mains des responsables de tous les partis politiques au Bénin. C'est une nouveauté qui, au lieu de faire avancer le Bénin, le recule à plusieurs années en arrière, Tanguy. Oui, en arrière, c'est triste, hein, mais faut-il vraiment se plaindre de cette discipline de groupe qu'observent justement les militants des partis politiques? On peut, avec une petite proportion prise, comprendre l'esprit dans lequel ces mesures conservatoires sont prises. Eh bien, certainement pour réguler le droit de parole et d'opinion dans l'arène politique béninoise. Pour l'encadrer, on peut surfer sur des exemples où des acteurs politiques ont fait de mauvaises sorties, des prises de parole scandaleuses et même des bourdes qui ont coûté au parti de ces politiques des pertes de militants, une baisse de leur cote de popularité ou encore une récupération par leurs adversaires politiques. Parfois, ce sont les médias aussi qui s'en saisissent pour en faire leur chou gras, des analyses qui mettent à nu des failles de ces partis dont certains membres prennent maladroitement la parole. Je me rappelle encore, lors des campagnes pour les législatives, les propos tenus par un député dans le plateau d'Abomey, je veux taire son nom ce matin, qui n'ont pas du tout plu aux populations et la décharge était très sévère. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre cette méfiance justifiée et légitime
des patrons de parti de ne pas laisser la parole aller dans tous les sens. Ensuite, il y a le souci de dicter une discipline du groupe, c'est-à-dire qu'autour d'un sujet, il faut que tout parti ait son point de vue qui ne doit pas être variable d'un membre à un autre. Enfin, ces limites, à mon avis, sont prises pour des raisons internes au parti, soit une crise de confiance sous-jacente, soit encore des problèmes de personnes, etc. Mais au-delà de tout, cette politique semble une très mauvaise option pour plusieurs raisons. Premièrement, cela donne la preuve que les militants des partis ne sont pas bien formés et que la communication est handicapée, parce que si tout le monde est effectivement au même niveau d'information, il n'y aurait aucune crainte à laisser les gens parler. Deuxièmement, la parole qui englobe les interviews, la participation au débat est l'intrant premier des médias. Quand elle n'est pas libérée à temps, elle laisse libre cours à la supputation, et le grand nombre, le grand et bon journaliste du monde ne peut informer que sur la base des explications, des informations et parfois même des confidences que sa source lui fait. Il ne crée rien en termes d'information. Troisièmement, la conséquence la plus lourde, c'est que le débat politique est plutôt transposé sur les réseaux sociaux. Là-bas, tout le monde exerce plus librement son droit d'opinion. Aucun chef de parti ne peut demander à un militant de ne pas réagir sur les forums WhatsApp ou Facebook. Donc, ce que l'on craint en fuyant les médias conventionnels, on l'a en bonne dose ailleurs, avec une incapacité totale de retenir, contrôler la parole au sein des partis politiques. D'accord, mais attention à ne pas l'embrigader. Elle pourrait à un moment donné s'échapper définitivement. Ce moment n'est plus loin, à bon entendeur. Merci beaucoup à vous, Franck Aounou, pour ce commentaire ce matin. William Cliquant, bonjour. Eric Guédéno, bonjour. Les partis politiques ont décidé de ne nous parler que quand ils le voudront, William. Oui, ils nous utilisent pour communiquer désormais. Et même les cellules de communication vous ferment leurs portes. Franck a peint un tableau dans sa dialectique. J'aime bien la bonne foi qu'il le prête par endroit et la pertinence qu'il trouve dans la stratégie politique par endroit. Mais moi, je reste quand même un peu critique et un peu dur avec les formations politiques, parce que j'estime que quand nous avons les partis comme les nôtres qui n'ont pas de projet de société globaux ailleurs, on sait ce qu'un parti veut pour la nation sur 100 ans, sur 1000 ans, et on sait que de toute l'existence du parti politique, cette ligne de conduite sera éternellement celle du parti. Ailleurs, on sait que sur la migration, sur les libertés ou l'orientation sexuelle, sur l'activité économique, il y a une vision du parti politique qui est claire, qui s'adapte au temps et qui évolue en matière de stratégie, en matière de communication et également en matière de réflexion. Chez nous, ce n'est pas le cas. Les oppositions, les mouvances, les soutiens, les opinions varient de la tête des acteurs qu'on a en face à la tête d'autres acteurs. Et dans un contexte comme celui-là, moi je trouve que c'est pas le libertinage dans la parole, mais c'est quand même la capacité pour chacun de se défendre, de défendre sa chapelle politique, de défendre pourquoi il est présent dans une chapelle et non dans une autre. Et quand on ne connaît pas d'emblée la position des partis politiques sur les différents sujets d'actualité, à part le clivage mouvance et opposition, je pense que ce genre d'opportunité, c'est-à-dire la présence sur les débats et les plateaux de télévision, dans les médias, c'est ce qui permet de lever tout équivoque, de comprendre les dessous de la position de chaque parti politique. Chez nous, ce n'est aucunement le cas et moi je m'en désole. Je finirai sur cet aspect des choses quand je vais dire que c'est par exemple un reproche que je fais souvent aux universitaires. Quand on détient le savoir, quand on a la connaissance, mais qu'on estime que les médias sont pour les gens moins instruits, les médias sont pour les gens qui allèguent beaucoup, qui supputent la plupart du temps, qui spéculent énormément, que le savoir est pour les amphithéâtres, que l'esprit qui meut la matière, c'est pour la science, et qu'on ne vient pas parler, mais les gens diront tout sauf ce qui est totalement vrai. Eric,
Je pense que c'est une démission des partis politiques au niveau du débat public. Et nous sommes mieux placés pour le dire. Vous savez que nous sommes toujours à la recherche de personnes ressources dans nos livraisons, dans la production de nos contenus, soit pour une réaction, pour un avis, et puis tout ça. Et nous savons combien c'est hyper compliqué, justement, d'avoir des acteurs politiques à se prononcer sur tel ou tel sujet. Ce qui, normalement, ne devrait pas être le cas, puisque un parti politique doit participer au débat public. Alors, il n'est même pas question de parler politique. Et quand vous cherchez à avoir l'opposition sur des questions d'éducation, des questions de santé, des questions de sécurité, des questions d'éducation, c'est hyper compliqué. Or, au sein de ces formations politiques, vous avez des cadres qui ont des profils variés. Vous avez des cadres qui sont à l'université, qui sont dans nos ministères, qui maîtrisent quand même ces sujets, mais quand vous les approchez, n'est-ce pas, pour essayer d'avoir une explication sur tel ou tel sujet, comme l'a dit Franck, permission, autorisation. Je peux comprendre que cela soit par un souci, je peux comprendre, mais cela ne doit pas annuler, cela ne doit pas nous amener à cultiver l'art du silence, parce que c'est ce que nous dénonçons. Même si on veut contrôler, organiser, on doit pouvoir toujours identifier un cadre, une personnalité à se prononcer et à donner la position du parti sur tel ou tel sujet. Ce que nous constatons, c'est zéro mot. Et aujourd'hui, nous expérimentons depuis quelques années la charte des partis politiques qui met des moyens à disposition. Et donc, je ne conçois pas, citoyen que je suis, que dans mon pays, on met l'agent public à disposition des partis politiques pour animer la vie politique et qu'au finish, nous ayons un silence. Nous ayons l'art du silence qui est davantage cultivé. Il y a aussi la peur, et ça je peux comprendre que au niveau des partis politiques, on se dit, si on permet à telle personne de se rendre disponible au niveau des médias, on lui fait certainement une publicité, son image se voit grandir, et cela pourrait devenir peut-être une menace pour X ou Y, parce que c'est ce que tu entends. Ah non, moi je ne peux pas. Ah, telle personne, son image, je viens, mesdames, et ceux qui pour venir parler, ça va devenir un problème. Et c'est ce que tu entends à longueur de journée au téléphone quand il est question d'avoir un avis, une précision, n'est-ce pas, sur tel sujet. Ce qui nous amène à constater que c'est parfois quand on s'approche des échéances électorales, qu'on sent un peu de mouvement, mais là nous sommes en politique. Nous avons besoin que les responsables des partis politiques libèrent les personnalités, libèrent la parole, en sorte que l'art du silence ne soit pas cultivé. Franck? Je voudrais prendre un seul exemple, la rencontre entre le chef de l'État et puis les démocrates le lundi dernier, il y a une semaine, dans certains pays et dans certaines, en tout cas, dans certaines démocraties, ce sont des rencontres qui constituent des moments de choix pour les partis politiques. Vous vous réunissez avant même la prise de parole, avant la rencontre, parce que en tant que parti, par exemple, soutenant les actions du chef de l'État, vous pouvez imaginer, vous avez des experts qui peuvent projeter à la rigueur tout ce que le chef de l'État peut dire, parce qu'on ne peut pas quitter une certaine ligne, parce que vous avez certaines informations, vous êtes proche de lui et vous devez préparer la réaction qui doit suivre immédiatement la fin de la rencontre. Que ce soit même les partis de l'opposition, de la mouvance, et même ceux qui ne s'alignent pas, qui se disent un peu centristes, vous devez tenir des rencontres avant et après. Lorsque vous voyez que la ligne a changé, vous tenez des rencontres d'urgence et vous libérez la parole. Vous donnez des interviews, vous faites ci et ça. Vous avez vu comment Éric Rouneté a fait, il a couru, il a fait le tour des médias. Quand les gens lui ont reproché sa prise de parole. Il n'est pas venu à Canal. Hein. Non, j'en viens. Il a soigneusement, gentiment évité de décrocher les appels. Pendant une semaine, moi, j'ai pratiquement déchargé mon téléphone à l'appeler. Il n'a jamais décroché. Oui, Franck. J'en viens. Et donc, quand vous voyez, quand il s'est vu attaquer par pratiquement l'opinion et même des acteurs politiques, il a commencé par faire le tour de certains médias pour se défendre. Ça ne devait pas être le cas. C'est vrai, ils ont donné une conférence de presse à la fin, mais comme je l'ai dit, ça ne suffit pas. Les médias ont envie de connaître, de choisir des angles, de vous poser des questions. Deuxième chose, tout le monde veut imiter aujourd'hui le chef de l'État. On dit non, il n'aime pas parler, il n'aime pas communiquer. Mais ça, c'est Patrice Talon. Ça, c'est Patrice Talon, c'est sa méthode de faire. C'est lui, Patrice Talon. Oui, mais il est à la tête d'une gouvernance et en principe, ceux qui adhèrent à cette gouvernance devraient pouvoir épouser cette façon de faire, peut-être voyager discrètement et en
achète, même si ce mimétisme-là, ça tue le débat politique. Si vous faites bien, Patrice Talon ne va pas vous reprocher. C'est justement parce que les gens tombent maladroitement dans les débats. C'est parce qu'ils ne se font pas des opinions qui font chose. J'allais en finir pour dire qu'aujourd'hui, cela fait que nous avons un clivage au niveau de la presse. Il y en a qui disent, non, sur tel média ne sont pas bien vus, sur tel autre ne sont pas bien vus, de sorte qu'on choisit des médias avec qui collaborer et d'autres choisissent d'autres. Donc, on a une sorte de clivage aujourd'hui au niveau de la presse où vous les voyez constamment sur telle presse, sur d'autres presses, difficile de s'afficher. Ça va pas bien. Tanguy, moi, je pense qu'au-delà de ce que Franck dit, que ça tue la culture du débat, ça tue la République. C'est-à-dire la chose de tous. C'est de l'ordre de l'État que de discuter des questions sensibles à la nation. On parle de fichiers électoraux. Ils sont des partis. Je les appelle de plus en plus des partis électoralistes que des partis politiques. Ils n'ont d'intérêt que pour l'élection. Mais voilà un sujet qui concerne encore leur domaine de compétences privilégiées. Mais voilà encore que même dans leur domaine de prédilection, ils ne veulent pas prendre la parole. Franck et moi avons initié un débat contradictoire entre partis politiques au lendemain de la rencontre de Patrice Talon. Nous sommes à une semaine, mais jamais on a eu deux invités d'accord pour se croiser dans les regards. Quelle démocratie faisons-nous? Si vous allez attendre jusqu'à la fin du mandat sans avoir... rien ne fuitera. Quelle démocratie avons-nous sans débat? Quelle est cette démocratie? Quel est cet État qu'on construit? Quelle est cette relève qu'on construit dans les générations futures? Quelle est la culture de l'État, de la République qu'on donne aux jeunes si on n'est pas capable de se croiser dans les yeux? À quel niveau se pose le problème? Est-ce les partis politiques qui imposent l'omerta ou bien est-ce ou sont les acteurs eux-mêmes qui se refusent à discuter? Moi, je connais un chargé de communication d'un parti politique à qui je m'adresse très souvent pour avoir un invité, mais quand je m'adresse à lui, c'est comme si je lui confiais vraiment la... Oui, parce qu'il n'arrive jamais à avoir quelqu'un sous la... Oui, il n'arrive jamais à avoir quelqu'un de son propre parti politique, alors qu'il est député, il est responsable du parti politique. Pourtant, il est chargé de communication. Alors, à quel niveau se pose le problème? Sont-ce les partis politiques? Sont-ce les acteurs eux-mêmes? Qu'est-ce qui se passe, Eric? Donc, je pense que on peut identifier à la fois les responsables au niveau des partis, mais aussi les acteurs eux-mêmes. Et je pense aussi que l'aspect que Franck a relevé est aussi un peu dedans. Vous savez, nous avons vécu par le passé une gouvernance où le chef de l'État lui-même était vraiment très friand des médias, il se rendait disponible et accessible, et cela a certainement touché toute l'appareil d'État, y compris même les partis politiques et puis tout ça. Alors, ici, c'est tout à fait le contraire, c'est très contrôlé, c'est très rare dans les médias, ça parle très peu et puis tout ça. Et donc, c'est tellement que les acteurs qui l'entourent, étant aussi des politiques, ont observé cette façon de faire et se sont donc abstenus à se mettre à disposition des médias. Mais là, on peut comprendre ça, c'est au niveau de l'État. Et c'est là que on estime que ce n'est pas bien. Parce qu'au niveau des partis politiques, on doit pouvoir voir autre chose. Parce que là, nous sommes dans l'action publique et les acteurs qu'ils sont toujours dans la recherche des sujets et se positionnent là-dessus. Actuellement, nous vivons la COP28. Quelle est, au niveau de ces formations politiques, la compréhension, la position? Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet? C'est pas du tout ce qui les intéresse, voyez-vous. Et donc, moi, je pense qu'il y a à la fois des acteurs eux-mêmes, parce que parfois, quand vous l'avez dit, le responsable, vers qui il ira, qui il va solliciter, ou soit lui-même, il identifie la personne au niveau du parti, c'est la personne qui lui oppose un refus catégorique, écoute, non, moi je ne veux pas, je ne suis pas dedans. Alors, il a quel pouvoir en tant que responsable de la communication à convaincre les membres de cette formation politique et à trouver, identifier... Il y a un député que je poursuis en griffe depuis 2 semaines pour cette affaire de soja là. Et il est toujours enterré dans sa commune. Depuis, il n'est plus jamais revenu à Cotonou. Et chaque fois que je l'appelle, je suis toujours là-bas. Oui. Franck? Oui, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Hein. C'est d'abord la responsabilité des responsables de partis politiques, des patrons de partis politiques. Ensuite, de tous les... Parce que si dans un groupe, vous décidez
de prendre une position, vous allez la prendre et rien ne va se passer. Tout porte à croire que c'est aujourd'hui une ligne de conduite qu'on a donnée au niveau de tous les partis politiques, parce que Eric l'a dit, il y a encore quelques années en arrière, on n'assistait pas à cela. Et moi, je voudrais... je regarde un peu la mission qu'on confie à ces chargés de communication, les pauvres, dans leurs responsabilités. Franchement, vous les appelez tellement qu'ils finissent par ne plus décrocher votre appel, ne serait-ce que pour avoir un collègue ou un membre de parti pour venir réagir. Avant, ce n'était pas le cas. On vous faisait pratiquement la cour au niveau des médias. Aujourd'hui, c'est vous qui leur faites la cour, mais ils ne vous reviennent plus jamais. Je pense que c'est curieux. Non seulement ils refusent de venir, de répondre à votre invitation, mais c'est eux qui distillent dans l'opinion que tel organe est anti, tel organe est pro, tel organe est ceci. Justement. Parce que même si vous venez sur un débat, et le journaliste vous pose une question, c'est de votre droit de dire « je ne veux pas répondre à cette question-là ». Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. On estime que, bon, quand vous allez là-bas, on vous titille trop, on vous aiguillonne pour avoir ce qu'on veut, on vous pressue de questions, on vous pose des questions gênantes, mais c'est cela le débat politique. Si vous ne pouvez pas faire ça, n'entrez pas en politique. On voit ailleurs des présidents de la République, on voit ailleurs des ministres, on voit ailleurs... Allez au chaudron Oui, et se défendre. Et là, il faut donner une bonne formation aux partis politiques. Et comme je l'ai dit, les nouveaux, on peut les excuser parce qu'ils font leur premier pas. Et il y en a également qui sont parfois un peu brutaux dans les prises de part. Ceux-là, on peut les écarter, leur confier d'autres rôles au niveau de... On est formé pour les recadrer. On a un professionnalisme pour les recadrer. Et donc, moi, je pense que ça n'est pas bien. Ça tue le débat politique au Bénin. Et ce n'est pas bon pour la génération, les enfants que nous formons aujourd'hui. Et les jeunes, ils ont besoin de la parole. Comment on apprécie cette affaire d'homosexualité? On ne devrait pas avoir des politiques fermées pour répondre à ces questions. On ne devrait pas avoir des partis politiques fermés. Là, je voudrais encourager les démocrates qui ont interpellé au Parlement le ministre qui allait répondre. Oui, et même sur les plateaux, ils ne sont pas présents, ils n'arrivent pas. Oui, mais c'est déjà, disons que c'est déjà un début. Maintenant, on va souhaiter qu'ils nous ouvrent quand même les portes de ces chapelles politiques-là pour que nous allions chercher des gens qui vont... On doit former des gens au niveau des partis pour prendre position par rapport à des thématiques données. Lorsqu'on parle du genre, lorsqu'on parle de l'éducation, lorsqu'on parle politique, lorsqu'on parle de l'environnement, on doit avoir des experts. Parce qu'ils sont tous autant qu'ils sont, ils ont une formation. Même des gens qui n'ont rien reçu comme formation, ils peuvent parler religion, moi je ne sais quoi. Ils peuvent parler, je ne sais, salubrité. Est-ce qu'on ne fait pas un faux diagnostic, cher gars? On a une centralisation prononcée de la communication au niveau donc de l'État. Quelqu'un a parlé entre-temps de normocommunication, de sorte à ce qu'au niveau même des directions, au niveau des préfectures, au niveau de tout ce que vous savez, les ministères et tout, la communication se décide à partir d'un centre précis. Et quand vous vous écartez de la ligne de conduite, consultez le préfet du littoral, il vous dira deux mots là-dessus, vous êtes ramené à l'autre. Or, il se retrouve que les directeurs ainsi ramenés à l'ordre, les ministres ainsi ramenés à l'ordre, les députés ainsi se retrouvent au sein des partis politiques. Ils ont compris que c'est compliqué de prendre la parole alors que justement la parole est détenue, elle est centralisée au palais. Est-ce que ce n'est pas là le problème véritable, William? Je comprendrais que le problème vient de là si nos plateaux étaient faits que des partis de l'opposition qui prenaient au moins la parole sur le débat public. Est-ce que les démocrates, la FCBE, MPL, sont aussi des préfets, des directeurs de je ne sais quelle direction de l'État? C'est là que se trouve justement le débat. On a un peu comme, selon moi, trouvé une opportunité pour fuir le débat public, pour fuir la prise de parole en public. Vous savez, moi, j'ai une autre analyse sur cette question. Moi, cela me fait interroger l'objectivité derrière les récentes ou les prises de parole précédentes. Est-ce que c'était pour faire des propagandes personnelles, pour amener sa tête à la télé, pour amener sa fine bouche, son éloquence à la télévision ou à la radio, ou dans les colonnes d'un journal, pour montrer combien on est à même d'haranguer des foules ou de parler, de bien parler, ou est-ce que c'est parce qu'on avait pertinent à dire, on avait à construire le débat sociétal? Je pense que c'est parce qu'on n'a pas d'argument pour se défendre. Si je défends une gouvernance, et je ne peux pas prendre le risque en plateau d'aller en contradiction avec les opinions. Vous prenez de gros risques, William. Non, je pense que c'est dangereux. Je ne mérite pas de défendre. Pour votre positionnement dans le cœur
Justement, celui qui est le président. si on nous gouverne, pour avoir juste des postes, qu'on nous le dise, et là on saura qu'on n'a pas de partis politiques. Mais si on nous gouverne, pour construire la cité, construire le Bénin de demain, on doit nous dire ce qu'on pense de chaque événement. Par le passé, on a vu des plateaux bouillonnants, etc., le débat très foisonnant. Les résultats en matière de développement, il est là. Est-ce qu'on a besoin de bavarder autant pour travailler et développer le pays? En plus, Patrice Talon a fait le vœu de nous arracher notre amour de la politique et de nous mettre au travail. Et je crois qu'il y est, non? Le bavardage, ce n'est pas ce que nous demandons. Les gens sont dans l'action, c'est tout à fait normal qu'on leur décroche quelques mots en termes d'explication et de précision. Moi, j'ai le sentiment que autant que nous sommes sous-informés, voyez-vous. Et quand... Enfin, est-ce que les gens accompagnent vraiment l'action du gouvernement? Parce que quand vous prenez les deux formations politiques de la mouvance qui accompagnent les actions du gouvernement, et que pour apprécier ces actions, il n'y a pas que deux. Non, il n'y a pas que deux, oui, justement, j'allais vous le dire. Bon, deux grands partis d'opposition. Je ne serai pas pourvu au moins qu'ils laissent venir manifester leur mécontentement sur le plateau. Moi, je veux les accompagner. Quand vous prenez les partis de la mouvance, voilà, les partis de la mouvance qui accompagnent les actions de chef de l'État. Et que même pour apprécier ces mêmes actions et que vous les sollicitez, vous ne les avez pas. Après, on se demande la question. Ils vous disent que Cotonou est transformé, c'est le seul argument. C'est la seule chose qu'ils ont à dire. Est-ce qu'ils accompagnent vraiment? Et les autres vous diront qu'on ne va pas manger infrastructure. Infrastructure. Le débat. Je ne vais pas se résume à ça. Je crois que le débat il est contradictoire. Il est fait là. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Est-ce que les étudiants ont besoin de ça? Est-ce que les élèves ont besoin de ça? Les commerçants? Allez les gars, on va finir. Moi, je voudrais dire qu'on peut toujours corriger ce qui est mauvais. Ce qui est fait là, moi, je pense que c'est tous les partis politiques. Ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'il n'y a pas un parti vert, il n'y a pas un parti bleu. C'est tous les partis. Lorsque vous les prenez aujourd'hui, ils sont dans cette dynamique-là. Et je pense qu'ils sont en train de faire fausse route. Parce que le débat, c'est eux qui doivent le faire. Le débat, c'est au niveau de l'administration, on peut comprendre. Lorsque vous n'avez pas l'autorisation de votre responsable hiérarchique, ainsi de suite, vous pouvez ne pas accepter, mais les acteurs politiques, il faudrait qu'ils puissent venir parler sur les médias et prêter enfin une bonne foi aux médias. On les juge d'abord de loin, on dit, bon, si tu vas sur ce place, là-bas tu vas, attention, il faut faire ci, il faut faire ça. Je crois que les responsables des partis politiques doivent revoir leur copie. Les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. J'avais prévu qu'on parle un peu de cette polémique liée au statut de l'opposition avec cette polémique à nouveau lancée par le porte-parole du gouvernement. Un décret est un acte normatif public. Ce n'est pas un secret d'État. J'ai pas fini ma phrase. Je savais que le débat ne se ferait pas et j'avais besoin de dire mon opinion. D'accord. Venez demain. On fait un mystère. Justement. C'est un acte normatif dans un État. Donc il est public. C'est devenu une affaire de couvent. D'accord. Bon, demain alors. C'est bon? Ça, c'est un avant-goût. Hein. Non, ça veut dire que vous avez fini de vous prononcer. Demain, ce sera Franck qui aura la parole. Invitons les partis politiques parce que ça les concerne. On ne va pas faire le débat à leur place. Et vous voulez l'inviter par où? Oui, mais comment? Essayons. D'accord. Donc demain, faites venir un appel. Ok, d'accord, je fais le message officiellement, chers membres de partis politiques. Voilà, si vous avez des invités, vous avez des personnes à nous proposer. Demain, nous voulons parler du statut de l'opposition et de la polémique en cours actuellement sur qui est chef de file de l'opposition et pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais un contenu affecté justement à ce portefeuille-là. Depuis, faut-il le rappeler, Maître Adrien Ongbedi Soboni Yahi qui a parlé de strapontin dans le temps pour se décourager. Paul Rumpa est passé par là aussi, il en a gardé ses souvenirs. Il me semble que Eric Onmete aussi a gardé quelques petits souvenirs là-dessus. Je ne sais pas si Boni Yahi aura l'occasion de faire des signes. En tout cas, si vous aviez des gens à nous envoyer, c'est ouvert. Parti de l'opposition comme Mouvement, c'est bien. Le plateau d'Actu Matin vous est ouvert à partir de 7h demain. Merci. Soyez au rendez-vous. Allez, bonne journée les gars. J'ai passé votre message. C'est passé, c'est que tu sais. Merci beaucoup. Allez, voici maintenant le rappel des faits ayant marqué la semaine écoulée. C'est le 7 jours au Bénin. Juste après ça, vous allez sur la rue de presse. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien.
On les surnommait les minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Comme annoncé, le chef de l'État Patrice Talon a reçu en audience le lundi 27 novembre 2023 une délégation du Parti Les Démocrates conduite par Boni Yayi, ancien président de la République. Pendant plus de 4 heures d'horloge, plusieurs sujets majeurs ont été débattus avec à l'arrivée quelques avancées dans la décrispation de l'atmosphère politique avant les élections de 2026. L'un des sujets abordés au cours de cette audience est l'audit du fichier électoral par le parti d'opposition, une requête à laquelle le chef de l'État a répondu favorablement. La configuration de la Cour constitutionnelle était également au cœur des échanges. Sur la question, le président a affiché son opposition à la proposition du vice-président du parti, Éric Houndété. Pour ce qui concerne les jeunes impliqués dans les violences électorales et actuellement en prison, la doléance de leur libération a été acceptée par le chef de l'État. Par contre, mauvaise nouvelle pour Rekia Madougou et Joël Aïvo. Patrice Talon ne compte pas les gracier et son nom a été catégorique malgré le pardon de Boni Yayi. Toujours dans le cadre de ce dialogue politique, le chef de l'État Patrice Talon a reçu à son domicile l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglou. Il veut que on manipule. Non, que vous suggérez. Non, il veut qu'on manipule les institutions de la République au gré de l'esprit partisan. C'est l'esprit partisan qui détermine aujourd'hui la manière dont, constamment, il faut manipuler les institutions. C'est très grave ce qu'il veut nous dire, Monsieur le Président. Au cours de cette audience avec le chef de l'État lundi, le président du Parti Les Démocrates a déclaré que le parti Force Kori pour un Bénin émergent n'est pas de l'opposition. Des propos qui ont révolté les responsables du parti Kori qui sont montés au créneau mardi pour condamner cette déclaration et réaffirmer leur appartenance à l'opposition. Boni Yayi n'a pas le droit de déterminer le positionnement du parti FCBE sur l'échiquier politique national, ont-ils martelé au cours d'une déclaration de presse. Ces affirmations contradictoires montrent que le président du Parti Les Démocrates perd les pédales et est mu par un esprit de dénigrement, de vengeance, de refus de la contradiction et de la volonté de compromettre à tout prix la paix dans notre pays. Le gouvernement mène depuis quelques années une lutte sans merci contre la cyber-escroquerie dans toutes les contrées du Bénin. Des centaines de jeunes sont épinglés et envoyés en prison. Et c'est pour mieux comprendre la politique du gouvernement en matière de lutte contre la cybercriminalité que le Parlement lui a adressé des questions auxquelles il a répondu jeudi dernier. La ministre du Numérique et de la Digitalisation a apporté des éléments de réponse aux préoccupations des députés. L'ONG Changement Social, pour sa part, se rend disponible 15 jours durant pour toutes les couches de la société. C'est la quinzaine annuelle de l'Organisation de la société civile qui est un événement de reddition de comptes des actions menées.
Ceci précisément dans le cadre de la commémoration cette année du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme le dimanche 10 décembre 2023. Au lancement de la quinzaine, le jeudi 30 novembre à Abomey-Calavi, l'ONG a publié ses productions de l'année 2023. Au total, 4 rapports ont été présentés. Ils portent sur le monitoring des droits humains en milieu carcéral et la situation des femmes privées de liberté. Les travaux font également un rapport sur les droits humains pendant les dernières législatives et les recommandations du 4e examen périodique universel des Nations Unies. La première édition des Vodou Days va se dérouler le 9 et 10 janvier 2024 à Ouida. C'est une initiative du gouvernement pour révéler davantage la richesse culturelle du Bénin au monde. En prélude aux festivités, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a animé une conférence de presse jeudi. Occasion pour Jean-Michel Abimbola de dévoiler les activités au programme et apporter un certain nombre de clarifications relatives à cette initiative. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Bonjour à tous. On en sait un peu plus désormais sur la situation de l'opposition relativement à la désignation de son chef de file. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser à ce sujet, ce ne serait ni Paul Hunkwe, président de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, ni même Boni Yayi, installé récemment à la tête du parti Les Démocrates, mais plutôt Eric Ondete, ancien président et désormais vice-président, au bénéfice de qui, à en croire plusieurs canaux parus ce matin, un décret aurait été pris courant mai dernier. C'est donc lui, à en croire le matinal, mais également Nord-Sud Quotidien, qui à ce jour conserve ce statut. Et il devrait le rester jusqu'à ce que le parti Les Démocrates ait manifesté de manière formelle et par les canaux appropriés le désir de le remplacer. Une situation qui, selon Nord-Sud Quotidien, soulève néanmoins quelques préoccupations non moins importantes quant à la conformité avec la loi 2019-45 portant statut de l'opposition, laquelle, à en croire le journal, indique clairement que ce statut revient au leader du parti politique déclaré de l'opposition avec le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le journal s'interroge par ailleurs sur l'existence même d'un tel décret et note que personne ne l'avait jamais mentionné avant. Pourquoi donc est-il introuvable, se demande Nord-Sud Quotidien, en dépit des explications du porte-parole du gouvernement qui justement confirme la prise du décret faisant d'Eric Ondete le chef de file de l'opposition. La réponse est selon lui à rechercher entre le ministère de la Justice et le parti Les Démocrates. Il se pourrait qu'entre les deux, les démarches aient traîné. L'un de la politique fraternité s'intéresse ce matin à la détérioration des rapports entre Niamey et Cotonou, deux pays frères, à en croire le journal, qui en dépit de quelques clivages liés notamment au port autonome de Cotonou, le port naturel du Niger, ont réussi par le passé à tisser et à entretenir de solides liens d'amitié et de fraternité. Hélas, tout est parti en vrille ces derniers temps et depuis, plus rien ne va entre les deux États. Nul doute alors que les populations de part et d'autre souffrent le martyre et il s'y est toujours, selon le journal, de se pencher maintenant sur la question. Cette crise, née incidemment, bien qu'ayant pris des proportions préoccupantes, peut bien être conjuguée au passé. Dès lors que les dirigeants des deux États auront fait l'option de l'assouplissement des positions et le Bénin n'a rien à perdre en prenant les devants d'une telle initiative. D'ailleurs, il y a fort à parier, conclut le journal, qu'une éventuelle main tendue soit rapidement prise par les autorités de Niamey, conscients qu'ils sont de ce que les deux peuples en ont grand besoin. Et pendant ce temps, Matin Libre consacre ses colonnes à l'adresse de l'avocat de Rekia Madougou au chef de l'État, Maître Bodjo, à en croire le journal, supplie, en tant que fils, le père de la nation, de considérer ses relations avec la famille de la détenue pour agir en faveur de sa libération. Je suis Renaud Agbodjo et je vous prie de mettre de côté mon titre d'avocat. Ce sont là les mots de l'avocat relayés par Matin Libre.
Il supplie alors le chef de l'État de considérer non pas la personne de Réki Amadougou, mais plutôt sa famille. Je sais combien vous aimez cette famille, mais faites donc en sorte que la politique et les intérêts du moment ne gâchent point les liens fraternels et familiales que vous avez tissés avec elle depuis toutes ces années, peut-on lire dans les colonnes du journal. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.